je vais passer la parole à Christian de Régnier qui nous parlera de l'archéologie de la maison rurale. Christian de Régnier travaille à l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel depuis une bonne vingtaine d'années. Il est en particulier responsable de tous les chantiers d'archéologie du bâti ou d'archéologie médiévale à l'intérieur de bâtiments. À toi la parole. Merci beaucoup, Jacques. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous m'entendez et vous voyez ma présentation? Oui. Oui, ok, c'est parfait. Alors, je vous remercie de me passer la parole. On va passer des maisons urbaines aux maisons rurales. Et vous voyez que j'ai intitulé mon exposé « La maison rurale, apport des méthodes archéologiques » parce que c'est un sujet un peu piège, c'est un grand écart, en particulier pour la période concernée, d'autant plus que l'histoire de la maison rurale ne s'est certainement pas faite grâce à l'archéologie pour cette période. Donc, ce que j'aurais voulu proposer, j'imagine que d'ailleurs c'est des soucis que d'autres conférenciers ont eu par rapport à cette période, ce que j'aurais voulu proposer, c'est montrer en quoi l'archéologie peut amener un plus à l'étude de cet objet. Je n'arrive pas à passer à la dia suivante. Ah, voilà. Voilà, ça fonctionne. Première chose, on a un problème de définition. C'est souvent un peu basique de commencer un exposé comme ça, mais la chose est réelle. Étymologiquement, la maison rurale va désigner tout ce qui est relatif à la campagne, donc elle s'oppose directement à la maison urbaine, finalement. Et les auteurs du volume du SPM qui nous réunit ici ont fait cette distinction, puisque les chapitres distinguent très explicitement les villes d'un côté, puis les villages et les établissements ruraux d'un autre côté. Sur la période qui nous concerne, c'est quelque chose d'assez difficile aussi. Si on prend un exemple très neuchâtelois qui est celui de la Chaux-de-Fonds, au début de la période concernée, c'est un vague regroupement de fermes, sans même être un siège paroissial ou quoi que ce soit. Et à la fin de la période, c'est une ville industrielle qui appartient aux plus grandes agglomérations de Suisse au milieu du 19e siècle. Donc, on a là un passage assez caractéristique, nous disons assez caricatural, mais qui montre quel est le problème. Si on se réfère au volume du SPM 8, on comprend que les auteurs, les archéologues que nous sommes, essayent de distinguer, de rétrécir la focale, et on évoque les établissements ruraux, qui sont des maisons rurales, composées de maisons rurales qui reflètent leur utilisation dans leur terroir respectif. Donc, intuitivement, on comprend que quand on parle de maisons rurales, c'est avant tout une maison rurale qui désigne préférentiellement la maison bâtie à la campagne, si possible en ordre plus ou moins dispersé, en fonction d'impératifs de relief, de climat, de ressources, et surtout qui abrite l'agriculteur et son outil de production. Donc on est là dans une vision évidemment plus étroite, mais qui exclut tous les autres bâtiments non urbains, que ce soit l'usine hydraulique, le château, la maison commune, le monastère, etc. Donc, assez naturellement, je vais me rapprocher de cette définition. C'est une définition qui n'est pas qui n'est pas la nôtre en réalité, puisque c'est quelque chose qui apparaît très tôt avec les premières études sur les maisons rurales au milieu du 19e siècle. On préférerait presque le terme de maison paysanne, puisque c'est ce qui regroupe le thème en général, c'est la présence d'une exploitation agricole. La naissance de ces premières études au milieu du 19e se passe à un moment important. On est au croisement du romantisme, de la création d'un récit national suisse, centré souvent autour du paysan et si possible du paysan de montagne. Ça va conditionner un petit peu toute l'approche qu'on a là autour. Un des précurseurs bien connus chez nous, évidemment, c'est Jacob Unzinker, et qui non seulement a fait un travail de pionnier, un travail de documentation énorme, mais qui illustre très bien l'approche, disons, pluridisciplinaire ou multidisciplinaire de ce genre d'études, puisqu'il est lui-même linguiste, si je me souviens bien,
et tout son travail vise à établir des rapports en particulier entre l'architecture et certaines cultures et les langues qui vont avec, etc. Donc, c'est une approche assez particulière, mais qui va conditionner l'approche de cet objet pendant extrêmement longtemps. C'est une approche que j'aime appeler une approche, disons, ethno-géographique, mais qui, en réalité, comprend toutes sortes de spécialités. On va trouver une approche architecturale, ethnographique, historique, géographique, et même linguistique, on l'a dit. Cette approche, elle est conditionnée aussi par le fait qu'on a affaire à un corpus absolument énorme. C'est un corpus pléthorique, ça concerne des dizaines de milliers de bâtiments. Les bâtiments non urbains construits entre 1350 et 1850, je vous laisse imaginer la quantité dont on parle. Ce corpus pléthorique permet finalement aux chercheurs de trouver suffisamment d'exemplaires bien préservés, presque intacts, qui vont conduire à la recherche presque automatique d'une sorte d'idéal type du bâtiment rural, considéré alors comme un objet fini, un objet spécifique, destiné à un usage spécifique qu'on va bien connaître grâce à l'ethnographie, grâce à toutes sortes de sources dont est à peu près exclue l'archéologie, évidemment. Et puis l'approche régionaliste, puisqu'on cherche dès le début à lier ces bâtiments à l'expression culturelle d'une région ou d'une culture, va nous amener à ces termes que l'on utilise encore volontiers, ces définitions. Vous avez ici sur cette diapositive un certain nombre d'exemples qui nous montrent ce qu'est une ferme neuchâteloise, ferme valaisanne, ferme fribourgeoise, etc. J'en ai loupé quelques-unes, évidemment. Ce sont des petites iconographies qui est directement tirées de ce que propose le musée du Ballenberg. On va donc, cette approche, elle aboutit à une approche à des résultats qui considèrent la maison paysanne comme un objet fini, observable, destiné à un usage spécifique, ce qui n'est pas complètement l'approche archéologique. Cette vision typo-fonctionnelle ancienne, elle va évidemment évoluer, comme toutes les sciences humaines dans le courant du XXe siècle, et va évoluer vers une étude de l'objet qui évoque beaucoup la manière dont l'archéologue va aborder le mobilier découvert en fouille. Ça, c'est les images que vous avez sous les yeux ici. C'est une recherche tout à fait récente, puisqu'elles sont tirées des travaux qu'on a produits, c'était quoi, en 2010, oui, c'est marqué en 2010, sur les maisons rurales du canton de Neuchâtel. Cette approche, elle implique de définir un corpus, ce sont les fermes, par exemple, les maisons paysannes, par exemple, d'établir une comparaison, une documentation de comparaison qui soit parfaitement objective, c'est-à-dire qui permette de comparer les objets entre eux, et à la base de cette approche, il y a le relevé architectural, c'est ce que vous avez à droite, où systématiquement on va relever ces bâtiments pour pouvoir les comparer entre eux au niveau structurel et organisationnel essentiellement. Puis ensuite, on va construire un référentiel de catégorisation. Vous avez à gauche un tableau qui regroupe un type de ferme qu'on a défini comme tel, c'est la ferme à pignon frontal, dont vous avez toutes les diverses déclinaisons, qui est structurellement bien définie, et puis dont l'organisation interne, elle, est aussi bien comprise, bien connue. À chaque fois, ce schéma, c'est l'idéal type weberien un petit peu. Ça ne correspond à aucune ferme existante, mais c'est la synthèse de l'ensemble des observations qui nous amène à, voilà, ça c'est la ferme type qu'on va trouver quelque part dans les montagnes neuchâteloises. Et puis pour poursuivre l'analogie avec l'objet archéologique, l'objet mobilier archéologique, eh bien, naturellement, pour ces objets, on va en choisir les plus expressifs ou les plus intéressants pour les exposer dans des musées. Et c'est le cas du musée en plein air du Ballenberg dans l'Oberland bernois. On a vraiment là la caricature de cette manière
d'aborder, et ce n'est pas négatif quand je dis caricature, on est vraiment dans une appréciation de l'approche. On a vraiment dans ce traitement de maison-objet. Cette approche est une approche extrêmement riche. C'est une approche qui a amené énormément de résultats. C'est une approche aussi qui pose un problème dans le sens où elle est tellement riche qu'il est extrêmement difficile de faire des synthèses. Et aujourd'hui, on peut dire que le volume de SPM est un petit peu un des rares documents qui tente des éléments de synthèse sur ces maisons rurales et avec pas mal de difficultés, évidemment. L'expression la plus impressionnante de cette approche et de ses résultats, c'est évidemment la collection des maisons rurales de la Suisse. Le dernier volume est sorti en 2019, je crois que c'était celui du canton de Soleure. Vous avez 39 volumes, hein, chaque fois des centaines de pages, qui vous permettent d'aborder en détail toute cette problématique de la maison rurale et en particulier sur la période considérée, puisqu'on parle, et évidemment on l'a dit un petit peu avant, les plus anciens bâtiments ruraux conservés en 3 dimensions, ce sont ceux qu'on trouve dans le canton de Schwyz à partir de la fin du XIIe siècle, mais l'essentiel, on est à partir du XVe siècle, puis l'ensemble devient pléthorique. Et cette ferme traditionnelle de nos régions couvre exactement la période 1350-1850. Le problème, c'est que cette approche aussi riche, enfin, ce n'est pas un problème, un constat doit être fait, c'est que cette approche très riche, je vous invite à lire ces ouvrages, fait appel finalement très peu à l'archéologie. L'archéologie, dans ces cas-là, est une source extrêmement secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va demander à l'archéologue essentiellement de donner des dates, si c'est possible, et encore pas tellement à l'archéologue, surtout aux dendrochronologues. On en a parlé tout à l'heure. C'est la présence massive du bois dans ce type d'architecture permet des résultats assez exceptionnels. Et Fabien a évoqué les fermes les plus anciennes de la région neuchâteloise de la fin du XVe siècle grâce à la datation des poteaux des charpentes. J'ai envie de dire que l'archéologie, c'est plus que ça. Vous avez sur cette image sur cette diapositive, une vue de l'intérieur de la ferme des Brans à la Chaux-de-Fonds, avec un poêle parfaitement conservé du début du XVIIe siècle, quelque chose de superbe. Quelque part, ce serait là l'état de conservation idéal de l'ethnogéographe de la maison rurale qui va pouvoir étudier non seulement la stylistique de l'ensemble, mais son usage, imaginer et voir comment on vivait à cette époque. L'idéal de l'archéologue est un petit peu différent. C'est ce que vous avez à droite. Là, on est dans une maison semi-rurale, puisqu'il s'agit d'une maison vigneronne dans un bourg médiéval. L'archéologue, lui, il a envie réellement de disséquer l'objet de son étude. C'est une science, vous le savez, un peu destructrice par certains aspects, mais il faut gratter, chercher, décaper pour trouver les informations dont on a besoin. Donc, du coup, c'est évidemment une approche qui est beaucoup moins facile que l'approche observation, description qui permet de traiter des corpus immenses. L'approche archéologique va forcément se consacrer à un certain nombre limité de bâtiments, mais apporte ses propres éléments d'information. Donc, retenir de ça que l'approche traditionnelle est une étude sérielle qui va essentiellement décrire, comparer les objets, alors que l'archéologie, lui, va creuser, chercher les transformations d'un seul et même objet, ce qui fait une différence d'approche assez importante. Pour illustrer cette différence, je vais, disons, la richesse de cette approche, je vais prendre l'exemple d'une ferme du Haut-Jura neuchâtelois, de la vallée de la Prévine, pardon. Le Grand Cachot devant, c'est évidemment un exemple très régional que j'ai l'avantage de maîtriser un petit peu, mais si les enjeux, les objets, les conditions de recherche sont très différents d'une région à l'autre de la Suisse,
le mode opératoire et le potentiel de découverte restent à peu près le même. Et cette étude illustre assez bien ce qu'on peut faire, ce que l'archéologie peut proposer dans l'étude de ce genre de bâtiment. Alors, avec le Grand Cachot, on est dans une situation assez idéale, dans le sens où il s'agissait d'une ferme qui a été abandonnée quelque part vers 1950-55. C'est la photo que vous avez à gauche. Et elle devait être détruite. Elle devait partir d'ailleurs dans un exercice de pompier de la vallée. Et en 1968, un groupe de passionnés l'a rachetée et a décidé de la sauver. Et on est aujourd'hui à l'état actuel que vous avez à droite. Mais ce sauvetage s'est fait d'une manière assez intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à restaurer le bâtiment, à compléter ce qui manquait. Vous voyez sur la photo de gauche que l'état intérieur était aussi catastrophique que l'extérieur. On s'est contenté de refaire la couverture, de la mettre hors d'eau finalement, et à l'intérieur, on n'a pas remplacé ni les plafonds, ni les cloisons, ni quoi que ce soit de ce qui pouvait avoir disparu. Alors pour l'archéologue, c'est un terrain de jeu assez idéal parce que ça veut dire que l'ensemble des éléments constitutifs de la ferme sont accessibles derrière ce que normalement on aurait voulu préserver, les belles boiseries du XVIIe ou autre chose. J'avance un peu vite ici. Si on doit attaquer l'étude d'un bâtiment de ce type-là, on fait d'abord appel à un historien, évidemment. Historien pour qui l'histoire du Grand Cachot se résume finalement assez rapidement à une simple liste de propriétaires. Les bâtiments ruraux, les bâtiments isolés sont encore plus que les bâtiments urbains, rarement mentionnés dans les sources, du Moyen-Âge. Elles le sont souvent pas du tout jusqu'à très très tard. Vous savez que c'est surtout la généralisation des assurances contre l'incendie à partir du début du 19e siècle qui en Suisse va permettre un accès, disons, va créer un fonds d'archives sur lequel on puisse se baser pour parler de l'ensemble de ces bâtiments. Donc, pour l'essentiel de la période dont on parle, ces bâtiments sont dépourvus d'archives et on ne retrouve que les traces des propriétaires qui reconnaissent, pour des raisons fiscales, le fait de posséder tel ou tel bâtiment. Dans le cas du Grand Cachot, la première reconnaissance date de 1525, un certain Jean Puteaux qui reconnaît le bâtiment. Et puis, on sait aussi qu'il avait acheté le bâtiment en 1503, enfin, acheté le domaine en 1503, dont on déduit qu'il existait déjà à cette époque. Ce n'est pas grand-chose au niveau informatif. Pour l'approche traditionnelle, l'ethnogéographe de la maison rurale, eh ben, le Grand Cachot, c'est une ferme classique, ferme double, au vu de sa taille, on le verra, mais ferme à pignon frontal, sous sa grande toiture parfaitement adaptée aux conditions topographiques et climatiques de la région, et dont l'organisation correspond en bonne partie au schéma bien connu de l'identité de la ferme neuchâteloise. Si on s'intéresse au plan de ce bâtiment, vous avez le plan du rez-de-chaussée ici à gauche, on y retrouve effectivement les éléments habituels, c'est-à-dire autour de la grande cuisine, enfin de la cuisine centrale, qui est l'endroit important de ce genre de bâtiment, dans le sens que c'est le seul endroit où on va vraiment faire du feu, c'est l'endroit où on s'active pour toutes les activités culinaires, qui va communiquer directement au nord ici avec l'écurie. Évidemment, on est dans une exploitation agricole, et au sud avec la pièce à vivre qu'on appelle le poêle dans cette région. Vous avez à droite une ou deux photographies qui vous illustrent l'état actuel de ces aménagements. Le même ethnogéographe verra très bien qu'on a les restes d'un second logement ici à gauche, second logement qui atteste qu'on a eu à un moment ou un autre affaire à une ferme double qui est un des sous-types de la ferme à pignon frontal qu'on connaît bien. Et puis ici, ces grands volumes-là sont des volumes de remise. Dans tous les cas, ce n'est pas une ferme qu'on aimerait illustrer dans ce genre d'approche, dans le sens où il y a trop de choses qui sont atypiques. Multiplication des pièces au rez-de-chaussée,
position bizarre de la remise. Elle est aussi tournée dans le mauvais sens pour les spécialistes, donc elle est construite sur le versant sud de la vallée, du coup mal exposée, etc. Il y a toutes sortes de questions et ce n'est pas la ferme type que vous verrez publiée dans les ouvrages consacrés à la structure de la ferme de Châteloise d'Ancien Régime. Dans la coupe de cette ferme, on retrouve aussi les éléments habituels. Voici une coupe nord-sud. Au nord, on est au centre du bâtiment, donc on retrouve l'écurie dont on parlait, la cuisine ici, et puis le poêle qui se trouvait là. L'ensemble est surmonté d'une grande grange directement sous toiture. Donc le propre de ces bâtiments, comme de beaucoup de fermes exposées, et fermes de montagne en particulier, c'est de rassembler l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole et du logement sous la même toiture. Structurellement, elle est caractérisée par une construction sur poteaux. Donc la charpente n'est pas triangulée, elle est entièrement posée sur ces poteaux. Et la grange est traversée par cette grande cheminée de bois qu'on appelle parfois chez nous le tué, mais qui est un terme plutôt franc-comtois en l'occurrence. Donc là, on a les éléments types de la ferme. Pour l'archéologue, la question se pose un petit peu autrement. L'archéologue, lui, va surtout chercher ce qui ne fonctionne pas dans le bâtiment et dans sa structure. Il va chercher les ruptures en réalité et on retrouve par exemple ici un de ces problèmes dans cette ferme. Vous voyez l'état général du bâtiment qui est relativement mauvais, qui n'est pas aménagé pour être habité, mais qui a à nouveau un terrain de jeu assez fabuleux pour l'archéologie. Première question qu'on peut se poser ici à gauche, c'est pourquoi les poteaux, ces poteaux-là sont-ils enfermés dans des maçonneries qui sont visiblement plus récentes? Pourquoi les poteaux de la charpente ne dessine-t-il pas un plan qui correspond au plan des maçonneries au rez-de-chaussée? Ou bien ici en bas à droite, pourquoi la grande cheminée de bois, le tué, traverse-t-il la faîtière? Ça, c'est évidemment statiquement une très mauvaise idée. Et puis aussi, pourquoi la faîtière est-elle doublée, etc., etc. Donc, le repérage de l'ensemble de ces particularités permet à l'archéologue de créer une chronologie relative, évidemment, de différents événements, de tous ces événements architecturaux dont le bâtiment a gardé les traces. On peut ensuite mettre en place, enfin c'est de l'archéologie de base, mais ce n'est pas inintéressant de voir que ça peut amener à des résultats un petit peu différents de ce qu'on attendrait de la simple étude de la maison rurale. Le plan que vous aviez vu avant tout à l'heure, qui était un plan finalement massif, fini, s'avère être en réalité un plan beaucoup plus complexe, puisqu'on se rend compte que de nombreux éléments du bâtiment n'ont pas toujours existé et ont été modifiés. Alors là, évidemment, la chance qu'on a, c'est qu'au-delà de cette chronologie relative, alors chaque couleur, évidemment, correspond à une époque différente ici, c'est un plan légèrement simplifié. On bénéficie dans ces maisons rurales en particulier de l'apport qu'on ne soulignera jamais assez de la dendrochronologie, justement. Et là, je m'excuse auprès de Fabien, c'est vrai que là, on demande surtout à la dendrochronologie des dates, c'est un peu limitatif, mais ça amène énormément de choses. Et en particulier la possibilité d'accrocher ça à des moments extrêmement précis de l'histoire et de proposer un développement sur le long terme du bâtiment, y compris pour les périodes les plus récentes. L'approche reste tout à fait valable. Alors, la première chose, dans ce cadre-là, l'archéologue va pouvoir proposer un phasage assez précis, et puis qui va lui permettre, et ça c'est le principal apport de l'archéologie à l'étude de ce genre de bâtiment, à mon sens, lui permettre de révéler ce qui n'existe plus, de rendre visible l'invisible. Et là, par exemple, sur ce plan, une des questions que l'archéologue va se poser, par exemple, c'est de se demander pourquoi l'ensemble des poteaux de la charpente, les plus anciens, qui sont tous datés de 1531 par la dendrochronologie,
sont systématiquement plus anciens que l'ensemble des constructions maçonnées qui sont ici. Et qu'en plus, ces poteaux nous dessinent une structure qui est différente de la structure finale du bâtiment. On prend ici, par exemple, cette travée étroite que vous avez ici, qui ne correspond plus du tout à ce qu'on a voulu faire plus tardivement. Voilà. Si on s'approche un petit peu plus de ces poteaux, on comprend que ce ne sont pas simplement des poteaux portant la charpente, mais qu'il s'agit en réalité aussi des supports de cloisons, des cloisons intérieures, mais aussi de cloisons extérieures. Vous avez ici des restes de rainures, par exemple, mais vous avez ici les restes de la façade primitive du bâtiment, de celle de 1531. Et ça nous amène à des... puis bon, c'est vrai qu'au niveau structurel, il y a toutes sortes d'informations aussi, hein, au niveau constructif, avec ce système de sablières sur sol amaçonné. Évidemment, l'observation peut aller assez loin, mais là, je voudrais rester un petit peu focalisé sur cette, pas une démonstration, mais sur mon sujet. La mise en scénario, si je puis dire, de l'ensemble de ces observations permet de proposer l'existence en 1531 d'un bâtiment assez différent, bâtiment entièrement en bois, dont la silhouette n'est pas très différente de celle du bâtiment actuel, et puis bâtiment dont on comprend un peu mieux l'organisation, qui était assez différente aussi de celle du bâtiment au début du XXe siècle. C'est peut-être pas grand-chose, mais comme ça paraît juste des dessins, mais en réalité, ça ouvre des champs de recherche assez intéressants. Par exemple, au niveau de la structure, on comprend que le bâtiment est entièrement bâti sous cette forme-là en 1531. Or, aucun document historique ne mentionne la reconstruction de ce bâtiment en 1531. C'est déjà, par exemple, une information. Au niveau de la structure interne, on voit qu'on a notre cuisine, le poêle, l'ensemble des équipements agricoles qui se trouvent autour, et symétriquement par rapport à ces cuisines-poêles, deux types de logements, enfin deux groupes de chambres qui correspondent à des logements. Ça correspond clairement à des logements de familles différentes, puisque les mêmes analyses montrent qu'on a à l'origine deux ponts de grange. Donc on a clairement une ferme double qui comprend deux logements, mais partageant des pièces communes. Alors que les reconnaissances historiques attestent tout le temps un seul reconnaissant. Ça ouvre toutes des questions sur la relation de ces deux familles, sur le statut de ces fermes, sur ne serait-ce que l'estimation des populations au début du XVIe siècle. Quand une personne reconnaît un bâtiment, on avait tendance à faire ça, à mettre ça x3 ou x5 en se disant c'est sa famille. En réalité, en reconnaissant, peut-être abrite plusieurs familles dans sa maison. Ça, c'est un des aspects. Et puis, un aspect alors purement architectural qui est très intéressant aussi, à mon sens, c'est le problème de cette architecture de bois. On a plusieurs exemples, plusieurs investigations nous ont montré à peu près le même résultat, tant dans des maisons urbaines que des maisons rurales, c'est-à-dire la disparition progressive des étages de bois dans les villes et visiblement dans les campagnes de ces grandes maisons en bois à la fin du Moyen-Âge et au XVI-XVIIe siècle, avec son remplacement par la maçonnerie. Ça, c'est un enjeu parce que grâce à ça, grâce à l'approche archéologique, l'étude d'un bâtiment comme celui-là permet de retrouver un type de bâtiment qu'on ne connaît plus du tout et qui visiblement était très présent dans le paysage bâti de l'époque. Ça permet aussi de faire des grands écarts assez intéressants. Ce que je dis, là, vous avez vu apparaître sur votre image les bâtiments dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces bâtiments de Suisse centrale, du canton de Schwyz en particulier, qui constituent ou constituaient, parce que malheureusement une partie ont été détruits et déplacés, mais ça c'est un autre problème, les plus anciennes constructions en bois d'Europe. À gauche, vous avez un bâtiment de 1176, en tout cas la partie centrale. Pourquoi je vous montre ça? Parce que le fait de pouvoir remonter, retrouver ce bâtiment de bois du Grand Cachot, ça va poser les questions des origines.
à savoir pour comment passe-t-on des cabanes sur poteaux qu'on trouve encore jusqu'au XIIe siècle à ces grands bâtiments sur sablières. Est-ce que des conditions identiques quelque part en Suisse centrale et dans le Haut-Jura aboutissent à des solutions architecturales approchantes, etc. Donc là, l'archéologie ouvre le champ de la recherche sur la maison rurale. Autre aspect, là on va sauter une grande époque, donc on a les moyens là de faire l'ensemble de l'histoire du bâtiment du Grand Cachot, je ne vais pas vous le faire. Je choisis une période et là on est quelque part au milieu du XVIIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et on se rend compte qu'on a des changements très importants avec aménagement de logements supplémentaires, des logements dont il ne reste que les vestiges qui avaient été réabandonnés à la fin de l'usage de la ferme. Et vous voyez des lectures, des portes de remise qui ont été bouchées pour permettre l'aménagement d'un logement, etc. Donc les traces classiques de l'archéologie du bâti. Si on met ça en plan, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez à droite sur le plan. On voit que notre logement primitif est encore plus ou moins existant, que de nouveaux logements ont été aménagés, et tout ça au détriment de la surface consacrée à l'exploitation agricole. L'étude des façades montre aussi qu'on n'a plus qu'un seul pont de grange et que visiblement, vous voyez que l'ensemble a été pétrifié au début, à partir du début du XVIIe siècle, je ne vous fais pas le détail, mais on n'a plus qu'un seul pont de grange. Et ça permet de se poser un certain nombre de questions. On a visiblement un seul des logements qui est directement lié à l'exploitation agricole. Les deux autres sont des logements indépendants qui ne sont pas liés à cette exploitation agricole. Donc, il faut se poser la question des ressources, des moyens de subsistance des deux familles qui habitaient là. Et là, on rejoint certains documents, enfin, disons, certains développements historiques qui attestent que cette époque correspond à une poussée démographique importante dans la région. La population va augmenter de 60% entre 1750 et 1800 dans la région de Châteloise, mais qu'à ce moment-là, ça fait longtemps que l'ensemble des ressources agricoles sont exploitées. Et cette poussée démographique va être portée par un premier développement industriel ou proto-industriel, les premières manufactures, et création d'une population finalement d'artisans ou de salariés qui doivent aussi être logés. Et là, l'étude un petit peu détaillée de ce bâtiment en est une illustration, avec un bâtiment qui à l'origine est une ferme, un bâtiment simplement agricole, qui devient progressivement un bâtiment mixte, accueillant des familles qui visiblement ne tirent plus leurs ressources de l'agriculture. Ça, c'est le développement normal, naturel d'une ancienne ferme, mais si on pousse un petit peu le raisonnement, et ça c'est plus pour vous montrer le potentiel qu'il y a avec cette approche, on se rend compte que la toute fin de notre période, donc vers 1850, la notion de maison rurale elle-même change. Là, avec le Grand Cachot, on évoquait une maison rurale transformée progressivement en bâtiment de logement, et je vous assure qu'on n'est pas du tout proche d'une ville au Grand Cachot de Vent. Et puis ici, un exemple justement du milieu du 19e siècle, on est à Travers, dans le Val de Travers. C'est une région qui normalement est elle aussi occupée par ces fermes à pignon frontal traditionnelles. Et on y découvre des bâtiments un petit peu particuliers à partir du milieu du 19e siècle. Si je vous dis qu'on a affaire ici à une maison rurale, certains vont sourire un petit peu, mais en réalité, c'est une maison, ce n'est pas une ferme, c'est une maison mixte, bâtie dès l'origine pour ça, avec 3 niveaux de logement sur une partie. Et puis de l'autre côté, malgré les fenêtres, ici, vous avez en réalité une grange couvrant une assez grande écurie, la grange occupe toute la hauteur du bâtiment. La présence de ces fenêtres à volets à ce niveau-là évoque elle-même la réflexion des constructeurs qui se sont dit, vu les temps qu'on vit, il n'est pas du tout sûr que cette ferme reste une ferme longtemps,
que cette exploitation reste en fonction et on prévoit dès aujourd'hui la possibilité de transformer cette grange en maison d'habitation, en logement. Ça, c'est une constatation qu'on a pu faire à de nombreux emplacements sur l'ensemble du canton, donc que ce soit dans les maisons vigneronnes ou dans les maisons rurales ou dans les maisons paysannes, avec cette colonisation progressive à partir du XVIIIe siècle des anciennes parties d'exploitation par du logement, et puis toutes sortes d'efforts pour concevoir des logements qui quand même, enfin des bâtiments qui quand même laissent un petit peu de place à l'activité traditionnelle agricole, tout en essayant de concentrer un maximum de personnes à l'intérieur. Donc voilà, un petit peu un rapide, c'est pas du tout un tour d'horizon, c'était vous montrer qu'avec l'archéologie, on peut aborder des thèmes qui semblaient finalement assez connus, assez finis, comme l'histoire de la maison paysanne en Suisse depuis la fin du Moyen-Âge. On peut amener quelque chose de neuf, d'autant plus que ces maisons sont généralement caractérisées par la rareté des archives qui les concernent, et l'archéologie constitue alors la seule manière d'en faire l'histoire, en cherchant tous les phénomènes évolutifs intrinsèques au bâtiment. On n'est plus du tout dans cette idée de comparaison systématique d'un grand corpus d'objets. Donc, je terminerai là-dessus. Pour l'archéologue, et la force de l'archéologie dans ce genre d'études, c'est de considérer le bâtiment comme un site archéologique lui-même, à dépioter, à comprendre, et avec ça, alimenter le reste de la recherche sur ces bâtiments et en archéologie. Et la seule chose qu'on peut souhaiter pour l'avenir, une des principales choses que je souhaite maintenant, c'est qu'il y ait possibilité de tenter de véritables travaux de synthèse sur ce genre de choses. Et là, je rends hommage à Benoît Fourer, qui dirige encore le programme de la maison rurale en Suisse, et qui appelait de ses voeux la rédaction ou des travaux de synthèse au niveau national, permettant justement de relier l'ensemble de ces petits éléments que j'ai mis en avant rapidement. Voilà, je vous remercie. Merci Christian pour ces réflexions extrêmement suggestives sur l'application de l'archéologie au domaine des bâtiments ruraux. Et je vais directement passer la parole à Gilles Bourgarel pour sa question. Voilà, alors c'est vrai que la maison rurale n'a fait l'objet que dans le canton de Fribourg que des inventaires déjà cités. C'était un ethnologue de formation qui les a faites, donc nos connaissances dans ce domaine-là sur le plan archéologique sont nulles parce que, encore une fois, manque de moyens en temps et en personnel pour aborder ce sujet-là. Donc, si j'avais abordé la maison rurale sous l'angle d'archéologie, je pense que je n'aurais pas réussi à sortir une seule publication, mais des tonnes de classeurs de documentation, vu l'abondance de la matière. Donc, ma question, c'est que pour le Grand Cachot de Vent, où vous avez pu faire une intervention exemplaire et assez rare pour être soulignée, est-ce que vous avez en même temps pu procéder à de la fouille fine des différents espaces pour voir comment ils étaient utilisés et quel type de vaisselle, etc., d'objets étaient utilisés par ces familles paysannes. Puis ensuite, quand on voit la subdivision en logements multiples, on peut se demander si ça se transformait en partie en immeuble de rapport ou est-ce que c'était une subdivision du bâtiment liée aux différentes cellules d'une même famille. Alors, concernant les fouilles, non, malheureusement, parce que nos prédécesseurs de 1968-70, s'ils n'ont absolument pas touché le bâti, ont quand même voulu se créer des sols utilisables, mais qui sont pas moches du tout. Mais en fait, c'est des grosses dalles de pierre qu'on a mis absolument partout.
Et il n'y a pas eu ce type d'intervention. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. On en conduit d'ailleurs une séjour juste à l'extérieur parce que le vieux pont de Grange doit être consolidé et refait. Ça s'est avéré complètement négatif au niveau du mobilier. Mais tu as raison de souligner ça. Quand je parle, disons, de la sous-exploitation de la source que constitue la maison rurale, ben, la fouille au sol en fait partie. Et de par mon travail ici, on s'intéresse essentiellement aux élévations en accompagnant des travaux de restauration. Mais de manière générale, les services archéologiques devraient s'intéresser plus. Il y a des choses qui se sont faites, hein, vous le verrez dans le volume du SPM. C'est souvent lié à des bâtiments abandonnés. Bâtiments abandonnés, on va naturellement, la ruine, on va naturellement l'aborder d'une manière archéologique. Le bâtiment encore en place, un petit peu moins. Et puis, ton autre question, redis-moi, tu avais une suite? Si la subdivision justement en multiples logements, Ouais. est-ce que c'était des opérations en fin de compte financières ou des subdivisions pour loger toutes les Ouais. cellules d'une même famille? Alors, d'après les rares documents historiques, on voit qu'en tout cas, à partir du milieu du XVIIe siècle, on a plusieurs déclarants. En tout cas, 2 pendant un moment, ce sont des membres d'une même famille. Et ensuite, on a des indivisions assez complexes, en tout cas au XVIIIe siècle, où on peut avoir 3, 4, 5 ayants droit, dont on suppose qu'une partie d'entre eux habitent sur place. Mais par contre, là, l'absence totale de documents d'archives sur ce genre de bâtiment, tu vois, on n'a pas la comptabilité des anciennes personnes, ne permettent pas de savoir comment on fonctionnait, est-ce que l'un payait un loyer à l'autre ou quoi que ce soit. On ouvre là une possibilité que ce soit le cas. C'est déjà mieux que rien, mais la réponse, c'est vrai que l'archéologie aura de la peine à la donner. Merci. Merci. Hélène, tu avais une question sur le chat. Est-ce que tu veux la poser ou bien vu l'heure? J'avais l'idée peut-être aussi de reporter un peu notre pause, vu qu'on a un peu le temps à la fin du cours, vu que dans mon plan, la deuxième pause café était un peu trop long. Donc, je crois qu'il nous reste le temps pour finir sans pression et puis quand même d'avoir une pause midi d'1 heure. Non, ce que je voulais savoir, parce que comme l'étude des maisons rurales, là maintenant, c'est pas limité à la discipline archéologique. J'ai trouvé très intéressant l'explication maintenant à comment vous procédez actuellement à la recherche, à l'étude de ces monuments. Mais comme les services cantonaux actuellement, ils sont structurés dans les départements d'archéologie et du patrimoine, quelquefois fusionnés, quelquefois séparément. Et même, j'imagine que l'approche quand même actuellement de ces monuments demande quand même une approche multidisciplinaire, d'archéologues, d'historiens, des experts du patrimoine et peut-être aussi des ethnographes. Comment ça s'organise dans la pratique? Alors ça, Votre exemple aussi, s'il y a une approche méthodologique ou si c'est plutôt une approche pragmatique qui s'organise un peu d'après aussi comment les différents services cantonaux sont organisés, parce qu'il y a des grandes différences aussi. Oui, absolument. Alors, on a des approches qui sont, je dis même pas régionales, qui sont cantonales chez nous en fonction de l'organisation de ces différents services. Mais au niveau méthodologique, je dirais qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Et finalement, lorsqu'on aborde un château ou un monastère, très naturellement, on va faire appel à l'archéologue du bâti pour étudier les murs. Si nécessaire, on va effectuer les fouilles qui vont avec intervention sous-sol, et puis forcément avec l'appui d'un historien qui va exploiter les sources historiques, etc. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire. La seule chose qui pose problème, c'est que
pendant longtemps et encore maintenant, on ne considère pas ce type de bâtiment comme une source particulièrement intéressante et exploitable, ce d'autant plus qu'on a l'impression de tout savoir. Et c'est peut-être là qu'est le principal risque, c'est que pour nous, c'est une évidence, un maso valaisan, mais on sait ce que c'est, puis on sait comment ça fonctionne, et puis on s'arrête là. Méthodologiquement, il n'y aurait aucun problème à considérer, ben voilà, il y a des travaux de rénovation sur telle ou telle ferme, on y met les moyens comme on l'aurait mis sur une église. Et là, alors je suis d'accord, il y a certains cantons qui sont mieux dotés que d'autres, qui ont plus l'habitude de travailler en réseau. Mais pour moi, le problème est surtout là, c'est le fait de considérer ou pas de tels bâtiments comme une source et pas simplement un objet typique de telle ou telle période. Oui, on peut le regretter pour la Suisse romande, on manque de moyens, tout simplement. Si je regarde nos collègues bernois, ce qu'ils arrivent à faire, que ce soit dans les domaines urbains, ruraux, castraux, etc., ils ont une équipe qui est dotée, mais bon, c'est déjà 20 personnes pour le terrain. Dans le canton de Fribourg, on est 4. Berne, c'est un très mauvais exemple parce que c'est la Rolls-Royce. Oui, c'est la Rolls-Royce de Suisse romande, mais la Suisse romande roule encore à la 2 chevaux par rapport à la Suisse allemande. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas eu souvent l'occasion de mettre mon nez dans des fermes, mais les 2 fois où ça m'est arrivé, une fois à Cugy, où c'était le bâtiment en question a été publié par Jean-Pierre Anderegg comme la ferme typique de la Broye du 19e siècle. Et quand je suis rentré dedans, il y avait des travaux importants. J'ai trouvé une paroi en pan de bois avec un décor de filet à pastilles du première moitié du XVIe siècle dans l'étable. Bon, voilà, ça s'est arrêté là parce que faute de temps et de moyens, l'élément étant conservé, mais ça pose de sérieuses questions. J'ai eu la même chose en Gruyère chez un ami qui a une très belle ferme à Grand-Villard du XVIIe siècle avec une partie habitable en pierre. Et ben, le rural, plus ancien que la partie habitable, possède encore une paroi en rondin. Chose que je n'ai jamais vue publiée dans la maison rurale pour ce qui est de cette partie de la Suisse. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a encore un énorme potentiel à exploiter, mais qui impliquerait des programmes et des moyens supplémentaires, surtout aujourd'hui avec la mutation de l'habitat rural et la disparition d'une grande partie des exploitations. On est là face à des pertes qui seront irrémédiables, à mon avis. Quand on voit le nombre de fermes plus ou moins à l'abandon ou alors qui sont transformées plus ou moins heureusement en habitat, bon, elles sont conservées, mais c'est sûr que toutes les traces d'utilisation et d'évolution risquent de disparaître sans être documentées. Bah, c'est gai. C'est un constat. Pour pouvoir y remédier, il faut d'abord le faire.